Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur les plateformes CPG-RDC dans le cadre des CAP Élections, une émission qui accompagne les processus électoraux en RDC dans son 4e cycle électoral. Et en 2024, nous couvrons la période post-électorale et notre invité s'appelle Ambroise Mamba, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis. Merci. L'un des très célèbres journalistes de mon pays. Très célèbre. Journaliste de mon pays. Je pèse bien mes mots. Oh là là. Alors pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de parler? Il y en a autant, beaucoup de célèbres. J'ai parlé de l'un des célèbres journalistes. L'un. Très bien. Peut-être que je ne suis pas parmi les célèbres. Merci beaucoup quand même pour ces compliments. Alors pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de parler politique sans gants? La première chose, c'est que je voudrais aider mon pays. Je voudrais aider mon pays à rester soudé, à rester uni, à ne pas se diviser. C'est pourquoi j'ai fait ces sorties médiatiques, pour aider notre population surtout. Pourquoi notre population? Parce que notre population est toujours trompée. Elle est trompée, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'élection, en réalité, la population ne vote pas celui qu'elle veut. La population vote celui qu'on lui présente. Parce que si on demandait à la population de voter celui qu'elle veut, ça ne va pas se passer comme ça se passe. Il y a plusieurs candidats. Ce sont des gens qui se présentent. On devrait demander à la population, voulez-vous voter pour qui? Et non, voici les gens que nous vous présentons, choisissez parmi eux les gens que vous voulez voter. Donc en réalité, la population ne vote pas celui qu'elle veut, mais elle vote celui qu'on lui présente. Malgré cela, il y a quand même des petits problèmes par-ci par-là. Je me suis dit qu'il faut quand même on aide cette population à regarder vers la bonne et la meilleure direction pour sauver ce pays. Voilà pourquoi je parle. Alors vous avez parlé pour sauver le pays, de par votre propre initiative où on vous a envoyé. Personnellement, si vous demandez à tous les responsables des partis politiques, je ne suis ami à personne. Lorsque vous regardez mon compte Facebook, vous regardez mon compte Twitter, je ne publie rien, pratiquement rien. Lorsque vous suivez mes émissions à la télévision, par exemple, vous pouvez vous faire une idée comment je pose des questions. Lorsque j'ai fait des sorties médiatiques, comme la dernière sortie médiatique que je fais, vous pouvez vous faire une idée. Je ne ménage personne, et alors personne. Et si je ne ménage personne, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, vous pouvez juste en faire une déduction que personne ne m'envoie. Je le dis seul. Mais là, on a senti que vous avez plus été tshisekédiste que centriste. Vous pouvez avoir raison. Vous pouvez avoir raison parce que j'ai été tshisekédiste que centriste. Pourquoi? Parce que tout part d'un constat. Vous faites un constat. Et le constat que vous faites, il vous dégage un certain angle de réflexion, d'opinion. Et vous communiquez, vous publiez l'opinion. Certainement, l'opinion peut paraître soutenir un candidat au détriment d'un autre. Et les gens peuvent arriver à faire ça. Je vais répondre à cette question. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait cette sortie médiatique, il y a quelqu'un qui a appelé. Qui a appelé la journaliste qui m'a reçu sur le plateau. La personne lui dit, mais ce monsieur, finalement, il est pour qui? Mais dernièrement, il avait fait une autre tribune, il avait fait une autre émission avec une autre journaliste. Il soutenait le candidat numéro 3. Okay. Mais aujourd'hui, il semble soutenir le candidat numéro 20. Et ça m'a réjoui. J'ai dit, waouh, c'est ça le vrai milieu. Quand vous parlez, on estime que vous êtes pour tel. Et après, quand vous parlez, on estime que vous avez changé. C'est ça, la vraie neutralité. Bon, pour ceux qui vont vous suivre pour la première fois ici, quel a été les constats que vous avez fait? Lequel constat vous a amené à vous pencher vers Tshisekedi? Le premier constat, c'est par rapport aux élections. Les élections ont lieu. Les élections ont lieu de la manière que nous connaissons tous. Il y a eu des problèmes logistiques. Personnellement, je suis allé voter quelque part. J'arrive, mon bureau de vote n'était pas encore ouvert. Je suis allé au bureau, je suis allé travailler, je suis rentré le soir pour venir voter. Et quand je suis rentré autour des 19 h, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de mamans. Et je me suis battu pour quand même accomplir mon devoir civique. Et quand il y a eu des problèmes logistiques, j'ai commencé à étudier pour savoir si c'était préparé. J'ai réalisé que ce n'était pas préparé.
Déjà, je disais à certains confrères, hein, à certains collègues de service, je leur disais, vous voyez ces élections de demain, en réalité, la CENI devrait reporter les élections. Mais en même temps, je leur ai dit que la CENI ne pouvait pas non plus reporter parce qu'il y a une forte pression. La CENI n'a pas eu suffisamment de temps matériel pour déployer toutes ces machines. Voilà pourquoi ça nous a amené à ce que ça nous a amené. Mais pourquoi est-ce que la CENI a pu organiser cette élection au lieu de la reporter? À cause de deux pressions. La première, c'est l'opposition. L'opposition qui disait à la CENI, nous n'allons pas vous laisser dépasser même une seule heure. La CENI s'est dit, bon, à la guerre comme à la guerre, on y va. Elle a donné les résultats qu'elle a donnés. Pourtant, la même opposition avait la possibilité de lui donner le temps de reporter pour organiser des élections sans problème logistique. Le ciel n'allait pas tomber sur la RDC. La deuxième pression qui était sur la CENI, à mon avis, pas sur la CENI, mais sur le pouvoir. À mon avis, pas sur la CENI, mais sur le pouvoir. C'est quelle pression? C'est la pression liée à la rébellion de Corneille Nangaa. Vous avez suivi que Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, a annoncé sa propre rébellion, son adhésion au M23. On l'accuse même d'être des mèches avec le Rwanda, Paul Kagame, ainsi de suite. Et il annonce sa rébellion contre le président Tshisekedi. Sa rébellion, à l'époque, avait un caractère un peu illégitime, illégal. Pourquoi? Parce que, en évoquant l'article 64 de la Constitution, cet article ne s'opère ou bien ne s'applique que lorsqu'il y a un individu qui s'accapare du pouvoir par la force. Mais ici, nous sommes dans un contexte d'élection. Dans un délai constitutionnel, il y a une date qui a été prévue, il y a une élection, et puis lui annonce sa rébellion. Si la CENI n'organisait pas les élections le 20 décembre 2023, la rébellion de Corneille Nangaa aurait été légitimée. Corneille Nangaa aurait eu toutes les raisons du monde de faire la rébellion. Au président de la République, par exemple, pour lui dire « Monsieur le Président, vous n'êtes plus mon président parce que vous n'avez pas pu organiser les élections dans le délai. Je prends les armes pour vous renverser. » Mais c'est la pression, c'est cette pression justement. Lorsque vous dépassez le délai constitutionnel, vous tombez dans une sorte d'illégalité parce que le président Joseph Kabila à l'époque avait fait intervenir la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 70 de la Constitution pour qu'on dise que le président de la République reste en place jusqu'à l'élection ou bien à l'installation du nouveau président élu. Mais ça, le président Tshisekedi ne l'a pas fait. Je sais qu'il y a une jurisprudence. Il est aussi d'une certaine manière couvert par cet arrêt de la Cour constitutionnelle de l'époque. Mais ici, nous sommes dans un contexte où l'élection était en train de s'organiser, mais il n'y avait pas de raison de pouvoir la reporter. C'est pourquoi la CENI nous a donné les résultats qu'elle nous a donnés. Et pour terminer mon constat, c'est que maintenant, je réalise que les problèmes logistiques n'ont pas favorisé un candidat au détriment d'un autre. Les problèmes logistiques n'ont pas favorisé un candidat au détriment d'un autre. Je le disais dans ma sortie médiatique dernièrement pour dire qu'il y a eu quelqu'un qui a voté pour les candidats numéro 20, pour Félix Tshisekedi par exemple. Il a dit qu'il a voté à 1h30 minutes. Et il écrit sur son compte Facebook, il dit « Je viens de voter à 1h30 minutes pour ne pas faire perdre à mon candidat, le numéro 20, sa voix. » Imaginez-vous qu'il y ait des milliers de Congolais à travers le pays qui se seraient découragés ces jours-là pour rentrer à la maison dormir. Le candidat numéro 20 aurait aussi perdu beaucoup de voix. Peut-être qu'il n'aurait pas eu le pourcentage qu'il a pu avoir. Alors c'est pour dire que les problèmes logistiques n'ont pas favorisé un candidat au détriment d'un autre. J'ai donné un exemple des matchs de football qui se jouent sous la pluie. Une équipe parvient à gagner. Est-ce que l'équipe perdante pourrait dire que vous m'avez gagné parce qu'il y avait la pluie? Non, la pluie est tombée sur nous tous. Très bien. Alors, beaucoup de questions à vous poser autour de votre constat. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de la loi? Puisqu'on a besoin de faire voter tout le monde, on prolonge les jours des élections sans faire intervenir, par exemple, la Cour qui devait se prononcer sur cette question. Bon, en ce qui concerne la loi, moi, je ne suis pas avocat. Je n'interprète pas la loi. Je constate tout simplement que la CENI a prolongé le nombre d'heures. Elle n'a pas prolongé le nombre d'heures, mais elle a, à mon avis, respecté l'intervalle de temps de 11 heures légal. C'est-à-dire que si vous commencez le vote à 6 heures ou à 7 heures,
vous terminez les votes à 17 h ou à 18 h pour consommer 11 heures. Voilà. Pour consommer 11 heures. C'est-à-dire que le calcul, selon la loi, part dès l'heure où on a ouvert le bureau des votes, dès l'heure où le vote a commencé. Alors c'est pour cela, avec le problème du déploiement du matériel, par exemple, dans les bureaux des votes, on constate qu'il y a des bureaux des votes qui n'avaient pas ouvert à 6 heures ni à 7 heures. Il y a d'autres bureaux qui ont ouvert à 13 heures, par exemple. À 16 heures. À 16 heures, par exemple, à 17 heures. Et là, on a... Alors, à ce moment-là, oui, oui. À ce moment-là, je pense que à cet instant-là, la CENI est censée amener son processus jusqu'à son terme. La CENI est censée amener son processus, le processus des votes. L'opération des votes doit se dérouler normalement. Maintenant, quitte au candidat de saisir la justice pour dire non, la loi dit ceci. Maintenant, on va interpréter la loi. Est-ce que la CENI n'était pas censée ouvrir un bureau à 16 h, à 17 h ou à 18 h? C'est cette interprétation de la loi qui pourrait arriver à conclure que la CENI a violé la loi ou non. Alors, selon votre analyse, ces élections ont-elles été bien organisées? Bien organisé, ça signifie quoi? C'est quoi le contenu de bien organisé? Lorsqu'on dit bien organisé, c'est quoi le contenu? Tout dépend de l'angle dans lequel on se retrouve. Je vous donne un exemple. Les élections sont organisées. Un jour après, il y a une communication de Ensemble pour la République. Pas Ensemble pour la République, 4 candidats. Katumbi, Sesanga, Matata, Setkikouni. Le 5e, c'est Franck Diongo. Il faut une déclaration dans laquelle ils disent ceci. Dans laquelle ils disent ceci exactement. Nous dénonçons les problèmes logistiques qu'il y a eu. Les irrégularités, les problèmes des machines. Nous les dénonçons. Vous allez chercher cette déclaration, vous allez la trouver. Oui. Dans la même déclaration, ils ajoutent ceci. Malgré ces problèmes, notre candidat est en bonne position. Malgré ces problèmes, notre candidat est en bonne position. Et nous demandons à la communauté internationale de préserver la vérité des urnes. Ça, c'est la première déclaration. Là, c'est avant de se rendre compte qu'il y a eu un chaos qui était organisé par la Ils se CENI. sont déjà rendus compte de ce que vous appelez chaos. Ils s'en sont déjà rendus compte parce qu'ils en parlent dans leur déclaration. Ils disent dans leur déclaration qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas une bonne élection. Ils l'ont déjà dit. Dans la même déclaration, je dis bien. Cherchez la déclaration, vous allez la trouver. Et puis ils disent, malgré tous ces problèmes, notre candidat, le numéro 3, selon eux, est en bonne position. Et nous demandons à la communauté internationale de préserver la vérité des urnes. Ça signifie pour eux, malgré tous ces problèmes qu'il y avait, leur candidat était en bonne position. Et qu'il fallait qu'il passe, qu'il soit proclamé président de la République, malgré les problèmes. C'est ce que ça veut dire, leur déclaration. Mais pourquoi ils changent 3 jours après? Pourquoi ils changent 3 jours après? Pour demander l'annulation des élections. Et qui avait dit 2 jours auparavant qu'il fallait préserver la vérité des urnes parce que leur candidat était en bonne position. Regardez, il ne faut pas amener la population à ce niveau. Il ne faut pas amener la population à ce niveau. Il y a un constat qui est réel. Le constat qui est réel, c'est qui? C'est lequel? C'est la population qui vote. Ce n'est pas un candidat qui se vote lui-même. Vous êtes allés tous en campagne électorale. Vous drainez des foules. J'ai expliqué que lorsque vous drainez des foules, ça ne veut pas dire que vous allez être voté. Ça ne veut pas dire que vous allez être élu. Vous drainez des foules. J'ai expliqué qu'il y a 3 catégories de gens qui viennent vous voir. Il y a la première catégorie, ce sont les gens de votre propre parti, des gens qui ont adhéré à l'idéologie du parti, des gens qui ont dit oui, nous allons vous voter. C'est la première catégorie des gens qui viennent vous voir en campagne. La deuxième catégorie de gens qui viennent vous voir en campagne, ce sont les intéressés, des gens à qui vous avez remis de l'argent. Parce que la démocratie électorale est une question de popularité. Il faut prouver à la face du monde que je suis populaire. On m'aime. Regardez comment les gens sont venus. Et la 3e catégorie des gens qui viennent vous voir en campagne, ce sont les curieux. Tous ces gens, lorsqu'ils viennent vous voir, les curieux, eux, ils n'ont pas adhéré à votre parti, ils n'ont pas reçu de vous de l'argent, mais ils se disent, mais nous allons un peu voir ces messieurs-là, ces candidats qui viennent vers nous. Nous allons un peu écouter son message. Et vous, avec vos caméras, lorsque vous prenez les images de tous ces gens, vous les comptabilisez parmi des gens qui vous sont voués. Mais vous faites erreur à ce moment-là. Parce que les gens qui viennent vous voir,
Ils vous écoutent, ils viennent écouter votre discours. Ils viennent écouter votre offre politique. Qu'est-ce que vous proposez? Et à la fin, ils rentrent à la maison pour se décider maintenant. C'est là que ça se joue. Maintenant, tout le monde a fait sa campagne. Il y a élection. La CENI publie les résultats circonscription électorale par circonscription électorale. Regardez comment ça devrait se passer. Les manifestations populaires, les manifestations des rues, des contestations, devraient être spontanées et non pas organisées. Spontané, ça signifie quoi? Vous êtes dans une circonscription électorale quelque part, dans un coin du pays donné. La CENI publie les résultats de votre circonscription électorale. Elle vous dit, tel candidat est en tête. Et vous qui êtes de cette circonscription électorale, comment vous réagissez? Vous ne reconnaissez pas. Comment vous réagissez à ça? Ben, Litour, il l'a fait. Alors, Litour, il a manifesté pour dire que les résultats attribués à M. Félix n'étaient pas réellement ce qu'ils ont exprimé. Litour, à ce que je sache, pour la première fois, c'est Katumbi qui était en tête. C'est Katumbi qui était en tête, pour la première fois, parce qu'il y avait un certain pourcentage de compilation de voix. Voilà. Il y avait un certain pourcentage. La première fois, lorsqu'on a compilé un certain pourcentage, on n'a pas pu manifester. Parce que ça se passe comment au sein de l'opinion? L'opinion, c'est, au moins en majorité, la personne qu'elle veut. Même s'il y a une minorité qui vote pour un autre candidat. L'opinion, c'est. Si Litour, il a fait, il faut savoir Litour, il a fait comment? De manière spontanée ou de manière téléguidée. De manière spontanée ou de manière téléguidée. Parce que quand c'est une réaction spontanée, elle est normale. Quand c'est une réaction téléguidée, elle n'est pas normale. Téléguidée est bien entendu par un candidat qui se sont lésés. Là, ce n'est pas une réaction spontanée. La réaction de la population devrait être spontanée. Ça signifie que la population d'un tel coin du pays réalise que la CENI, les chiffres qu'elle a publiés, ne reflètent pas la réalité de ce coin du pays. Nous, dans ce coin, nous avons opté pour tel candidat. Pourquoi est-ce que la CENI donne beaucoup de points à tel autre candidat ou bien beaucoup de voix à tel autre candidat? Voilà comment ça devrait se passer. Même alors, même si Litour a réagi, ça fait combien de circonscriptions qui ont réagi? Nous en avons combien à travers le pays? C'est ça la réalité du vote. La réalité du vote, ce n'est pas le moi. La réalité du vote, ce n'est pas lorsque vous êtes allé en campagne électorale, des gens sont venus et tout le monde qui est rentré à la maison ne vous a pas dit oui, en réalité. Mais dire que Katumbi était censé féliciter le président Félix, ce n'est pas aller trop vite. Merci beaucoup. Vous savez pourquoi Katumbi doit féliciter Félix? C'est pour son bien. C'est pour son bien, en fait. Le bien de Katumbi. De Katumbi. Il ne comprend pas que c'est pour son bien. Ok. C'est pour son avantage à lui. Vous savez, Félix, on ne l'a pas voté parce qu'on l'aime. On l'a voté par des gens qui l'aiment d'abord. Il y en a aussi qui l'aiment, je ne sais pas compter le nombre. Il y a aussi ceux qui ont fait le choix du nationalisme, du patriotisme. Il y a ceux qui ont fait ce choix. Félix est ce président de la République. Ce président de la République, je dis bien. Ce président de la République qui essaye de faire la volonté de la population. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pourquoi il dit, voulez-vous repartir à zéro ou préserver les acquis? Les acquis. Ici, un président qui écoute la voix de la population, il faut maintenir ce président de la République. Un président qui n'écoute pas la population, il faut le faire partir. C'est Félix Tshisekedi qui a demandé le départ de la MONUSCO, parce que la MONUSCO était plongée dans la léthargie. Il l'a demandé du haut de la tribune des Nations Unies, alors qu'il y avait des manifestations populaires à Goma qui ont conduit à des décès. Kabila l'avait aussi fait, à son époque. Vous pouvez me montrer ça? Vous pouvez me montrer ça? Je suis journaliste. Je connais très bien l'histoire de mon pays. Je connais très bien l'histoire de mon pays. Je connais très bien la politique de mon pays. J'ai couvert des grands événements politiques dans ce pays. J'analyse des faits politiques dans ce pays. Vous pouvez me montrer on va parler de lui. Alors, avançons avec Félix et Katumbi. Félix qui demande le départ de la MONUSCO, exigé par la population. Félix qui condamne le Rwanda du haut de la tribune des Nations Unies. Il s'est quand même, si je peux appeler ça comme ça, rattrapé. Pourquoi? Parce qu'au début, il a préféré
traiter avec le Rwanda dans les relations de bon voisinage, mais ça n'a pas marché. Il a été poignardé dans le dos et il s'est dit non, pas question. Il a dit non au président Paul Kagame, non au président rwandais. La population n'a demandé que ça plusieurs fois pendant le régime de Joseph Kabila. Ça n'a pas été le cas. Le PPRD a osé citer Paul Kagame et les Rwandais à la Fikine, en direct de la télévision nationale. Kolomoni, qui était directeur général de la télévision nationale, en avait payé le frais. C'est pour dire qu'il y a au moins un président qui a osé citer les Rwandais lorsque les autres ne l'ont pas fait. Lorsque les autres avaient peur de le faire. Alors, c'est Félix Tshisekedi qui dit qu'il va faire la guerre au Rwanda. Les Congolais ne demandent que ça. Surtout les Congolais de l'Est. Prenez Goma, prenez Sud Kivu, prenez l'Ituri. Ils ne demandent que ça, faire la guerre au Rwanda. Les Congolais ne réfléchissent pas en termes de moyens. Avons-nous des moyens pour gagner la guerre ou non? Non, ils veulent seulement faire la guerre. Et Félix Tshisekedi a dit, je vais faire la guerre au Rwanda. C'est que Katumbi n'a pas fait. Katumbi n'a pas condamné le Rwanda. Katumbi n'a pas condamné Paul Kagame. Et il s'est même justifié pendant la campagne électorale à Goma. J'écoute très bien les Swahili. J'écoute très bien je parle bien le Swahili. Quand il fait ses meetings, partout il parle Swahili. J'écoute très bien ça. J'ai analysé. J'ai traité même ces images. J'ai diffusé à la télévision. À travers de ma rédaction. Il s'est même justifié pourquoi est-ce qu'il n'avait pas condamné le Rwanda. Mais les Congolais ont trouvé que ce n'était pas bon. Et ils ont donné les voix à Félix Tshisekedi. Maintenant, pourquoi est-ce que féliciter Tshisekedi, c'est pour son bien? La réalité, la première réalité, il constate que la population est calme. La population est dans la réjouissance d'avoir eu un président qui a été élu. Alors que il constate ça. Devos Kitoko parle des militants des partis politiques qui sont dans la joie. À ne pas confondre avec la population. Oui, Devos Kitoko, c'est un acteur politique que je connais très bien. Il est dans un combat politique. C'est normal qu'un opposant parle de la sorte. C'est normal qu'un opposant parle de la sorte. Posez-lui la question lorsqu'ils ont manifesté dernièrement contre les résultats sur Triomphal, ils étaient au nombre de combien? Si eux, ils représentent la population. Si Devos Kitoko et Leside et Martin Fayoulou représentaient la population, ils étaient au nombre de combien? Alors, je reviens au bien de Moïse Katumbi. Il y a un élément aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai, la loi de Noël Tchani portant sur la présidence de la République aux Congolais de père et de mère n'avait pas été votée au Parlement, mais c'est une loi qui a quand même il y a un effet dans le mental des Congolais. Cette question de la nationalité congolaise. Moïse Katumbi est-il Congolais ou non? Il est Congolais. Mais pas de père et de mère, ça c'est une évidence. Son père est juif, c'est connu. Mais avec ces révélations qu'on a eues, qu'il est zambien, qu'il a un passeport zambien, qu'il a fait des tours aux États-Unis avec un passeport zambien, si vous allez sur Google, sur le site qui gère les entrées et les sorties aux États-Unis d'Amérique, vous tapez, vous avez les résultats. Les Congolais l'ont fait. Les Congolais l'ont fait. Et la goutte qui a fait déborder les vases, c'est Jean-Pierre Bemba qui l'a dit plusieurs fois, partout où il est allé effacer les tableaux. Jean-Pierre Bemba a d'abord laissé Moïse Katumbi partir faire la campagne, et puis il est allé partout pour effacer les tableaux. Et les Congolais qui se disent, entre un frère et un ami, le choix est clair. Maintenant, Moïse Katumbi est vu, et a été présenté d'ailleurs comme un candidat de l'étranger. Okay. Doit-il prouver qu'il l'est ou non? S'il félicite Félix Tshisekedi, il n'est pas candidat de l'étranger. S'il félicite Félix Tshisekedi, il est fils du pays. Mais s'il ne le félicite pas, et qu'il continue à faire ce qu'il fait, et d'ailleurs, vous avez suivi la conférence de presse de Constant Moutamba, qui a fait une grande révélation. C'était le dimanche, qui a fait une grande révélation. Il dit avoir reçu des envoyés de Moïse Katumbi avec 60 000 $ américains. 60 000 $ américains. Pour qu'on lui demande de se taire. Attention, on est en politique. Pour qu'on demande... Moi, je le prends au mot. S'il est menteur, ça le regarde. Moi, j'ai suivi un candidat en train de le dire. Je ne raconte pas ce que je n'ai pas entendu. Je raconte ce qui est déjà sur la place publique. Très bien, très bien. Je raconte ce qui est déjà sur la place publique. Donc, il dit avoir reçu 60 000 $ pour lui demander de se taire.
et de ne pas féliciter, et de ne pas accepter les résultats, de ne pas féliciter Félix Tshisekedi, et ainsi de suite. Une personne qui agit comme ça, si c'est vrai que Moïse Katumbi a envoyé des gens, est-il vraiment fils du pays? Est-il vraiment fils du pays qui veut que le pays ne soit pas scindé en deux? Est-il vraiment la mère de ce bébé? La mère de ce bébé devant le sage Salomon qui ne voulait pas voir le bébé être scindé en deux? Très bien. Alors, comment féliciter Félix Tshisekedi quand il y a une première bande des 422 candidats invalidés, la plupart de l'Union sacrée, qui ont aussi voté pour le président de la République à travers des machines retrouvées dans leur domicile? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si on a vraiment suffisamment de temps pour parler de ça. J'ai tellement beaucoup de choses à dire. Allons-y, allons-y. Vous avez d'abord une élection combinée. Une élection combinée, tout le monde a une seule voix. Tout le monde a une seule voix. Les candidats qui ont volé les machines, les ont-ils volés pour leur propre compte ou pour les comptes du président de la République? C'est bien clair que c'est pour leur propre compte et non pas pour le compte du président. Quand je dis c'est pour le compte du président, ils n'ont pas volé les machines pour faire élire le président de la République. Ils ont volé les machines pour s'élire eux-mêmes afin de passer député national ou provincial, voilà, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Et lorsque la CENI constate qu'il y a des voleurs, des tricheurs, qui se sont donnés eux-mêmes dans un bureau de vote 500 voix, et partout là-bas 0, 0, 0, 0, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Est-ce que dans un bureau de vote où un candidat invalidé a obtenu 500 voix, est-ce qu'il y a aussi 500 voix pour le président de la République et les autres candidats ont 0, 0? C'est la question qu'il faut se poser. D'ailleurs, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu une capture d'écran d'un bureau de vote. On montre la femme d'Emaïs Sebochab à Ilebo, où elle a obtenu 499 voix. Les autres candidats avaient 0, 0, 0. Elle est parmi les invalidés. 499 voix. Je ne sais pas si la capture d'écran est authentique. 499 voix. Alors, est-ce que le président de la République dans ce bureau avait aussi 499 voix? D'ailleurs, j'ai appris qu'elle avait voté pour le candidat numéro 3. Selon ce que j'ai appris. Donc, c'est dire que les invalidés, ou bien le vote des invalidés, n'a pas impacté directement sur le vote du président de la République. Et d'ailleurs, même si ça a impacté, qu'est-ce qu'on fait? On refait les calculs. On refait les calculs. Pourquoi? Parce que c'est un processus électoral qui concerne le pays tout entier, mais il y a plusieurs circonscriptions électorales. La faute ici des invalidés ne vient pas de la source. La source est la CENI. Si les problèmes viennent de la source, il y a raison d'annuler l'élection. Mais les problèmes ne viennent pas de la source. Les problèmes viennent des candidats eux-mêmes. Des candidats qui sont corrompus, qui sont corrupteurs, et ils ont certainement trouvé des agents de la CENI qui sont corrompus, et les agents de la CENI et les candidats doivent être sanctionnés. Mais c'est vrai, il y a clameur publique parce qu'on regarde beaucoup plus vers les candidats. Ce sont eux qui ont à perdre. Mais les agents de la CENI n'ont rien à perdre parce qu'il suffit seulement qu'on les sanctionne, qu'on les arrête, ainsi de suite. Et ça peut même passer inaperçu. Mais pour les candidats, ça ne peut pas passer inaperçu. On n'est pas dans la logique de la fraude qui doit corrompre les tout. Non, on n'est pas dans cette logique, à mon avis. À mon avis, on n'est pas dans cette logique de la fraude qui doit corrompre les tout. Nous avons plusieurs circonscriptions électorales. Nous avons plusieurs candidats. Nous avons plusieurs bureaux de vote. Vous êtes candidat, par exemple. C'est vous qui avez corrompu un agent de la CENI pour avoir une machine à voter. On vous l'a donné à vous. On n'a pas donné à tous les candidats. Vous vous êtes mal comporté. C'est vous qui vous êtes mal comporté. Maintenant, on découvre que c'est vous, les tricheurs. Pourquoi par votre faute à vous, on doit annuler toute une élection au détriment même de ceux qui se sont bien comportés? Pour quelqu'un qui s'est mal comporté à Kinshasa, on annule l'élection de tous les pays, même pour ceux qui se sont bien comportés à Lubumbashi, par exemple. Ça ne devrait pas se passer comme ça. On devrait sanctionner le fraudeur. Et d'ailleurs, parlons du président de la République. A-t-il envoyé les 82 pour qu'on vote pour lui? A-t-il envoyé les 82 pour qu'on vote pour lui? On a cité quelqu'un de Ensemble pour la République à Likassi, vous le savez. N'a-t-il pas voté pour le candidat numéro 3? C'est lui de Likassi. Vous savez bien qu'à Likassi, Moïse Katumbi est en tête.
et partout dans le Grand Katanga, dans toutes les provinces de l'espace Grand Katanga. Raison Moïse pour laquelle Katumbi est en Moïse tête. Katumbi demande à ce qu'on invalide, Ouais. plutôt qu'on annule les élections. Non, Moïse Katumbi ne demande pas qu'on annule l'élection parce que lui est en tête au Katanga. Je vous ai parlé de la première déclaration qu'il avait produite. La déclaration dans laquelle il dit « Malgré tous ces problèmes, je suis en tête. » Mais lorsqu'il constate maintenant qu'il n'est plus en tête, c'est quelqu'un d'autre qui est en tête, il dit « Annulons. » Là, il veut qu'on fasse sa volonté. Non, en fait, on ne devait pas faire la volonté de Moïse Katumbi. Il y a eu 26 candidats. Très bien. Ce n'est pas que vous produisez une déclaration, une réflexion parce que vous estimez que c'est en votre faveur. Et quand vous évoluez 2 jours après, vous constatez que c'est en votre défaveur. Vous savez, je ne vais pas citer les noms de gens ici. 1 jour après l'élection, j'ai eu des katumbistes qui avaient reconnu avoir perdu Goma, avoir perdu les Nord Kivu, l'ensemble du Nord Kivu. Les katumbistes, j'ai dit bien, qui ont reconnu avoir perdu le Nord Kivu. Ça, c'est de la politique. Il ne faut pas suivre les déclarations politiques des gens qui demandent l'annulation des élections parce qu'eux, ils ont perdu. C'est une réaction normale d'un perdant. On doit refaire les calculs. On retranche au président certain nombre de voix. Si des voix lui ont été créditées par certains tricheurs, les 82, ça signifie que le président n'aurait plus, à ce moment-là, 73%. Il aurait, c'est pas moi, 70, 69, 20. Mais on devrait aussi retrancher au candidat numéro 3. Parce qu'à l'ICASI, il y a aussi ceux qui ont voté pour lui. On les a cités. Il y a un invalidé qui est à l'ICASI, qui est des Ensemble pour la République. Est-ce que vous voulez me dire que celui-là n'avait pas voté pour le candidat numéro 3? Alors, par rapport à tout ce que vous avez peint ici comme tableau, peut-on aujourd'hui reconnaître que nous sommes en pleine crise post-électorale? Qu'est-ce qu'on appelle crise électorale? Est-ce que la crise électorale, c'est lorsque je refuse d'accepter les résultats? Ou la crise électorale, c'est lorsque la population refuse les résultats? C'est vous qui posez des questions. Je ne vous pose pas cette question pour que vous puissiez me répondre. Je vous ai dit au début de l'émission que la population vote celui qu'on lui présente. La population ne vote pas celui qu'elle aime. Parce que si on demandait à la population de voter celui qu'elle aime, elle aurait réfléchi autrement. Très bien. La crise électorale, est-ce parce qu'un candidat a refusé les résultats ou parce que la population a refusé les résultats? La crise électorale, c'est lorsque la population a refusé les résultats. On a publié les résultats le 31 décembre 2023. Nous sommes aujourd'hui le 9. Il y a 9 jours passés. Où est-ce que vous avez vu les manifestations? Où est-ce que vous avez compté les morts? Où est-ce que vous avez compté les blessés? On a coupé l'Internet où? Montrez-moi. Mais je ne vous pose pas la question pour que vous puissiez me répondre. C'est vous les journalistes qui vous posez les questions. On est en train de compter le nombre de policiers qui sont disséminés à travers le pays. On n'a jamais eu déployé des policiers en 2006, en 2011. On compte. Non, oui, ok, je comprends. Comment est-ce que les grands Katanga est encerclé? Je comprends. Je on pose compte la question. Comment est-ce que la résidence de M. Katumbi est aussi encerclée? Je pose la question. Je vais en venir à la résidence de Moïse Katumbi. Je pose la question. En 2006, est-ce qu'on n'avait pas déployé la police? En 2011, en 2018, est-ce que la police n'était pas déployée? Et pourquoi il y a eu des morts? Malgré les déploiements de la police, il y a eu des morts. Parce que la population avait dit, niet, nous sortons pour réclamer le vote. En 2023, est-ce que vous avez vu ça? Ce qui se passe, ce sont les réactions normales des perdants. Les perdants qui sont rongés par l'ego. Les perdants qui sont rongés par le moi. Pour eux, c'est moi ou rien. Je vais vous poser une question. Ne répondez pas. Vous êtes journaliste. Vous allez laisser à ceux qui sont à la maison de poser. Allez-y. Vous voyez Moïse Katumbi et Martin Fayulu ensemble. Avant les élections, ont-ils dégagé un candidat commun de l'opposition? Mais pourquoi ils sont désormais ensemble pour contester les résultats? Et dans l'hypothèse où ils auraient réussi à faire annuler les élections, dans cette hypothèse même, entre eux deux, qui serait président de la République? Qui va accepter qui? Et si Fayulu peut accepter Moïse Katumbi,
pourquoi il n'accepte pas Félix Tshisekedi? Et si Moïse Katumbi peut accepter que ce soit Martin Fayulu, le président de la République, pourquoi il n'accepte pas Félix Tshisekedi? Allez-y comprendre que tout n'est que haine et jalousie. Très bien. Alors, un message de paix à ceux qui nous suivent. Ça sera votre dernière prise de parole. Je voudrais d'abord revenir à ce que j'ai dit. Ok. Si Moïse Katumbi veut nous montrer qu'il est fils du pays, il a intérêt à féliciter Félix Tshisekedi. C'est pour son bien. Il y a 2028 qui arrive. Parce que s'il casse tout, regardez ce qui arrive à Nanga. Il y a déjà des gens du PPRD là-bas. Il y a un certain Adam Tchaloué avec Nanga. Et c'est dangereux pour le PPRD de cette terre, de cette manière, qui n'a même pas condamné. On comprend même si, comme s'il y aurait un truc entre le PPRD et Nanga et le M23. Parce que le fait pour le PPRD de n'avoir pas adhéré au processus électoral, ça signifierait que le PPRD préparerait une autre carte. On a dernièrement appris qu'un autre cadre du PPRD a été interpellé au niveau de Kassoum Balessa. Oui. Le PPRD a fait une déclaration pour dénoncer ça. Et quelques jours après, on apprend qu'il y a un autre jeune du PPRD qui est maintenant dans la rébellion. Bon, ça je peux vous compléter. Il y a Ferdinand Kambere qui avait fait une déclaration pour se désolidariser de cet ancien cadre du PPRD. Il fait une déclaration. Est-ce que moi, je suis journaliste, je suis sa déclaration ou bien j'analyse les faits? Quels sont les faits que j'analyse? Le PPRD n'adhère pas au processus électoral. Tout en sachant qu'en 2006, lorsque l'UDPS n'avait pas adhéré à ce processus, les ciels n'étaient pas tombés sur la RDC. Est-ce que le PPRD n'avait pas tiré des leçons? Et si le PPRD n'adhère pas au processus électoral, on voit Corneille Nangaa, un kabiliste, qui forme c'est un ancien président de la CENI. Un kabiliste qui forme une rébellion. Est-ce que ne pouvons-nous pas lier le PPRD à Corneille Nangaa? On voit après un jeune du PPRD qui adhère à ces mouvements. Ne pouvons-nous pas lier le PPRD à ces mouvements rebelles? C'est pourquoi je dis, tout n'est que haine et jalousie. Ceux qui se liguent actuellement contre le président de la République actuelle, se liguent-elles pour accepter qui comme président? Parce qu'il n'y a qu'un seul fauteuil. Il n'y a qu'une seule personne qui peut devenir président de la République. Ceux qui se liguent contre Félix Tshisekedi aujourd'hui, veut-il voir qui être président de la République? Pensez-vous que Moïse Katumbi qui serait président de la République un jour, 2028 ou 2033, 2038, serait-il accepté par tout le monde? Il se ligue dans la haine, il se ligue dans la jalousie, mais ils ne se portent pas entre eux-mêmes. Le plus important, c'est de regarder vers la même direction. Le plus important, c'est de sauver son pays, sauver la démocratie. Il y a eu un gagnant, félicitez-le, donnez-lui toutes les chances. Il peut faire des erreurs dans la gouvernance. Vous pouvez vous saisir de ces erreurs pour dire à la population, regardez la personne à qui vous aviez renouvelé votre confiance. Il peut tomber. Et comment les dauphins de Chadari et les dauphins de Kabila est tombé? Kabila qui pensait faire élire son dauphin. Pourquoi il est tombé? C'est de cette manière qu'on peut sanctionner Félix Tshisekedi en 2028. S'il fait des erreurs de gouvernance, de cette manière, on peut faire la paix. On peut obtenir la paix au lieu de faire couler les sangs des Congolais pour monter, c'est pas moi, au palais de la nation et être président de la République. Non, ça n'avance pas le pays. Ça Merci. Merci beaucoup, Ambroise Mamba, d'avoir analysé l'actualité politique. Merci. Merci à vous également, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Vivez longtemps, vivez 100 ans et merci de continuer à nous suivre sur les plateformes CPG RDC et tous les médias traditionnels qui nous accompagnent. Merci.